Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre grand débat dominical. Il s'agit de libre expression. Tous les dimanches de 11h30 à 13h30. Nous revenons sur les faits saillants qui ont marqué l'actualité de la semaine. Parlant justement de ces faits saillants, la première actualité qui nous intéressera ce jour restera l'affaire Martinez-Zogo, ce journaliste assassiné brutalement à Yaoundé au Cameroun. Pour l'heure, un pas du côté de la justice. Ils sont trois principaux suspects qui ont été inculpés hier très tôt le matin du côté du tribunal militaire de Yaoundé. Il s'agit du directeur de la Direction générale des renseignements extérieurs, la DGRE, Maxime Eko, mais également du lieutenant-colonel Justin Danwe, sans oublier l'homme d'affaires et promoteur de médias Jean-Pierre Amougou Obelinga. Ce matin, avec nos invités, on essaiera de comprendre ces différentes inculpations. On essaiera de comprendre les chères accusations qui pèsent sur certains d'entre eux. De toutes les façons, ce matin, on fera simplement le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire celui de journaliste donner l'information et rien que l'information. En deuxième partie de ce programme, si vous en avez convenance, nous serons de tout cœur avec les femmes du monde entier qui célébreront leur fête, la Journée internationale de la femme. Ce sera mercredi prochain, 8 mars 2023. Une interrogation ce matin, 8 mars, fête des femmes, pour quelle importance? Pour en parler justement ce matin, ils seront analystes politiques, ils seront acteurs de la société civile, ils seront députés de la nation, ils seront en politique avec un seul objectif, vous dire la vérité. Le programme, c'est libre expression tous les dimanches sur Info TV. Je commence par accueillir ces invités qui répondent déjà, certains, ce matin. Je commence donc par le docteur François-Désiré Mbesse. Bonjour docteur. Bonjour Parfait, bonjour au président, directeur général et promoteur de la chaîne. J'aimerais également dire un bonjour particulier à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde et pourquoi pas aux copanélistes déjà présents. J'aimerais également saluer les institutions camerounaises et l'évolution des dernières actualités, y compris la position de solidarité que le Cameroun également sur le plan international a porté à la Turquie et à la Syrie toute cette semaine. Voilà. Merci, docteur François Désiré Mbesse. Vous êtes enseignant d'université, vous êtes politologue. J'aime dire que vous excellez en coopération internationale. En face de vous, nous accueillons bienvenue Essomba. Bonjour, bienvenue Essomba. Bonjour Parfait, bonjour docteur, bonjour à tous nos chers téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Bonjour à ma famille affligée. Bon, je pense que commence à retrouver du réconfort. Bonjour. Vous voulez parler de quelle famille? Ma famille, la famille de Martinez-Zogo. Ah d'accord. Je voudrais rappeler que vous êtes le frère de Martinez-Zogo. Pour parler comme les Blancs, on dira que vous êtes son cousin direct. Oui. Mais chez nous, les Africains, nous ne connaissons pas le mot cousin. Vous êtes le frère de Martinez. Voilà. Merci. Bon, je suis toujours content de retrouver ce panel. D'autant plus que ça porte, la voix de ce panel porte. Vous êtes très bien écoutés. Merci beaucoup. Puisque depuis un certain temps partout, je passe, les gens me disent « Ah, c'est le frère de Martinez, on l'a vu à la télé, c'est le frère. » Alors moi, je n'imaginais pas un tel impact. Tout à fait. Donc, je pense que ce matin, on va essayer d'analyser l'actualité particulièrement, cette actualité-là qui tient à cœur beaucoup de Camerounais. Merci. Merci, bienvenue Somba d'être là ce matin, est encore attendu sur ce plateau. Émile Messi, communicant du RDPC, qui a pourtant confirmé sa participation dans le cadre de ces échanges, est également attendu l'honorable Dava Ouissa Aïssa. Elle est députée de la nation du côté de l'UNEDP. Si les dieux de la technique sont avec nous ce matin, nous irons du côté de Paris où
où nous attend déjà Calixte Beyala, qui est écrivaine d'envergure internationale, naturellement, pour ses analyses. Le temps d'une respiration. Bon dimanche et à dimanche, Jean-Bruno et Franck Granon. Nous commençons justement ce programme avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit donc justement de ce que l'on appelle au Cameroun depuis un peu plus d'un mois l'affaire Martinez-Zogo. Ce n'est plus un secret pour personne. Il s'agit justement de ce journaliste animateur de radio camerounais qui avait été assassiné de manière sauvage mais également barbare. Il y a plus d'un mois, les Camerounais et autres personnes ont tout simplement demandé justice, que justice soit faite. Je commence donc par Bienvenue Essomba. Bienvenue Essomba, un pas du côté de la justice. Votre réaction? Oui, vraiment un pas a été fait dans la nuit de vendredi à samedi. Un pas agréablement reçu par tous les Camerounais, particulièrement par moi-même, en tant qu'un proche de la victime, du défunt. Mais je crois que personnellement, je n'ai pas beaucoup d'appréhension comme je suis dans l'opinion. Il y a des gens qui émettent beaucoup d'appréhension par rapport au chef d'inculpation. Nous en parlerons tout à l'heure, de long en large. Oui, mais moi je me dis, tel que je perçois l'affaire, moi, ça m'arrange. Je me dis que l'affaire est devenue très politique, internationalisée même. Donc, ce qui est fait ne peut pas ressembler au boycott comme certains pensent. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et que lorsqu'on va en revenir, j'en dirai plus. Naturellement, le temps pour nous d'accueillir également l'honorable qui vient de nous retrouver sur le plateau, joliment habillé en tenue du 8 mars. Honorable Douvaouissa Aïssa, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli une fois de plus sur ce plateau agréable, où je trouve toujours du plaisir à pouvoir échanger avec les panélistes. Bonjour aux panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs et bonne chance à tous nos militants qui sont en course pour les sénatoriales et que nous allons remporter beaucoup plus de sièges que les autres pensent. Nous pensons que nous allons avoir un groupe parlementaire au niveau du Sénat. Un groupe parlementaire au niveau du Sénat. Du côté de l'UNDP, c'est vrai qu'il y a quelques années, beaucoup avaient estimé que vous avez un peu été soutenu par le RDPC pour avoir quelques places. Ça a été le cas chez vous, le cas également du côté du SDF. Ils ont été beaucoup plus soutenus par le SDF parce que en 2013, on partait gagnant, puisque la liste RDPC avait été disqualifiée et c'était la liste UNDP et le SDF qui n'avaient pas de conseillers et que l'UNDP qui avait beaucoup de conseillers qui se retrouvaient évincés par le SDF. Nous on se dit, donc c'est les militants RDPC qui l'ont soutenu, donc je ne vois pas. Alors que vous êtes un allié du bon, RDPC. C'est de bonne guerre parce que chacun... Beaucoup verraient une trahison. Oh, si on peut parler de trahison, moi je prends ça sur le fair play politique. Chacun se fait un chemin. Et quand on est sur une plateforme où chacun doit avoir sa place, je pense que c'est de bonne guerre. Vous pensez que c'est de bonne guerre. Merci, honorable, d'être une fois de plus parmi nous ce matin. Je réitère, très bien habillé avec votre cabas, le cabas du 8 mars. Je vais passer la parole au docteur François-Désiré Mbessé pour le premier sujet qui nous intéresse ce matin. Alors, François-Désiré Mbessé, ils sont trois principaux suspects qui ont donc été finalement inculpés au moment où nous parlons. Ils séjournent du côté de la prison centrale de Kondangui. À votre avis, la justice a fait un pas? Doit-on continuer à penser que l'enquête se déroule de manière sereine?
Oui, parfait. J'aimerais d'abord saluer les institutions républicaines aujourd'hui, parce que lorsque nous sommes dans un État qui se dit de droit et qu'il y a une préoccupation devenue prégnante, une préoccupation nationale, une préoccupation qui se fait écho au niveau international, on commence à parler de préoccupation d'ordre public. Tout à fait. Et donc, à ce niveau, l'État, au travers de ces institutions, n'est pas resté muet. Et il est important de dire que au plus haut niveau de l'État, on a senti un mouvement qui donne l'impression que la justice sera enfin rendue. Et avec le premier pas qui a été fait hier, nous pouvons déjà reconnaître et saluer cela, même si nous continuons d'attendre que le véritable coupable soit véritablement présenté à la nation. Cela ne sera que justice rendue, puisque du point de vue du droit, nous avons eu écho du fait que on parle de l'inculpation. Et quand on parle d'inculpation en droit, nous faisons une différence entre l'inculpation et la culpabilité. Donc, je crois que nous sommes dans la démarche. Et cette démarche va nous conduire vers la manifestation de la vérité juridique. Merci. Je voudrais que nous puissions rester sur cet aspect naturellement d'ordre juridique. Il y a Bienvenue Essomba qui émettait déjà un certain nombre de réserves sur justement l'inculpation en question, ou alors le chef d'accusation concernant ces accusés, ou alors pour le cas du célèbre homme d'affaires. Au niveau également de l'opinion, on a une nette impression que l'opinion est justement partagée. Beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire l'inculpation concernant pour le promoteur de Vision 4. On parle de complicité de torture avec aide. Oui. Ça veut dire quoi, docteur? En réalité, nous sommes là dans un cas où, à en croire à ces conclusions de la justice, la justice se base sur les faits. D'abord, ce ne sont pas des spéculations. Ça veut dire que les informations à leur possession démontrent effectivement que le concerné a également, à tout le moins, a eu une information, tout au moins, était au courant du fait que ce crime macabre allait se commettre. Et bien évidemment, vous savez que vous pouvez être rendu coupable pour non-assistance à une personne en danger si jamais vous avez été au courant et où vous avez vu certaines choses se dérouler et vous n'avez pas lancé l'alerte. Il est donc important de savoir que nous pouvons interpréter cela sur ce point pour dire, au vu du chef d'accusation pour l'instant, que Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga a été au courant de ce qui allait se passer, mais seulement n'a rien fait pour interrompre ou éviter cela à l'infortuné. Alors, merci Diab pour cet éclairage. Je me retourne vers Bienvenue Essomba. Bienvenue Essomba, nous irons pas en pas Oui. pour la lanterne de nos téléspectateurs. Pour le cas de M. Amougou Belinga, si je m'en tiens à ce que le docteur dit, il a été au courant que quelque chose devait se passer. Voilà peut-être pourquoi on parle de complicité. Entre-temps également, le lieutenant-colonel Danwe, qui a été justement aussi interpellé et qui maintenant se retrouve également du côté de la prison centrale de Kondengui, lui il est passé aux aveux complets. Pour l'heure, nous avons encore un flou. Qui est donc le commanditaire? Le commanditaire serait-il entre-temps parmi les trois principaux qui ont été inculpés, ou alors le commanditaire serait encore dehors? Continue-t-il de courir? Je pense que les téléspectateurs veulent savoir. Oui, parfait de prime abord, à la lecture de la décision du juge d'instruction, on dirait que Martinez n'est pas décédé. Parce qu'on ne voit nulle part, on parle de meurtre, on parle d'assassinat, on parle de décès. C'est comme si Martinez avait juste été
filer, torturer, persécuter et laisser vivant. Donc, ça pose déjà aussi beaucoup de problèmes. Bon, par ailleurs, je pense que, comme le docteur l'a dit, en droit, quand on parle de co-auteur, on parle de complice, ça voudrait dire qu'il y a un auteur quelque part. J'ai dit tout à l'heure que l'affaire s'est politisée. Et je pense bien que un dossier d'enquête à la tête duquel se trouve le président de la République, les gens ne peuvent pas s'amuser de dire du n'importe quoi. Moi, je suis convaincu, contrairement à ce que beaucoup pensent, que l'auteur de cet assassinat est connu. Ah bon? Oui, l'auteur est connu. Est-ce qu'il serait connu et nous sommes en train de le cacher? Non, on a parlé du temps de la justice. La justice nous fournit l'information qu'elle veut nous fournir. Parce que, dites-vous quand même que... Est-il possible que la justice elle-même puisse faire montre de rétention d'informations? Bien sûr. Ah bon? Ça, c'est une rétention stratégique. C'est une rétention stratégique. Dis-toi que dans ces pays, le Cameroun, avec le niveau d'expertise qu'on a dans la justice, dans notre administration judiciaire, on ne peut pas parler de co-auteur sans qu'on sache qui est l'auteur. On ne peut pas parler de complice sans qu'on sache qui est l'auteur principal. Bon, regardons ça sous l'aspect stratégie, la gestion stratégique de l'information. Sauf si vous voulez me faire croire que le ministre de la Justice et avec tous ces magistrats sont devenus bêtes, ou bien le président de la République. Pour l'instant, le ministre de la Justice ne gère rien de cette affaire. Non, c'est lui qui est à la tête de la... Bon, disons que l'affaire est déjà au ministère de la Défense. Sauf que vous voulez me faire comprendre que c'est le ministre de la Défense qui ne comprend plus rien. Moi, je suis sûr d'une chose. Si on parle de co-auteur, c'est que l'auteur est connu. Et on dit déjà que c'est Dangwe n'est qu'un co-auteur. Il y a un auteur. On parlait de... Dangwe est un exécutant. Oui, c'est un Dangwe est un exécutant. Oui, mais dans la décision... Et Dangwe n'est pas passé par 4 chemins. Oui, dans la décision, je crois que dans la décision du juge d'instruction, on qualifie Dangwe de co-auteur, de filature, tout. Et on qualifie Amogubelinga de complice. Ça veut dire que l'auteur est connu. Sinon, on ne serait jamais arrivé au stade qu'on est arrivé vendredi nuit. On serait toujours en train de compléter l'information. Donc, moi, je pense que le moment venu, on va nous dire qui est donc l'auteur principal de l'affaire. Je me retourne vers l'honorable député sur ce plateau. Je connais également les dames, très futées en matière d'enquête. Je vous ai vu réfléchir longuement lorsque Bienvenue Somba parlait tout à l'heure pour comprendre un peu ce scénario. On a la nette impression que de plus en plus, nous nous retrouvons dans une espèce de film, dans une espèce de film avec suspense, avec beaucoup d'acteurs, au fur et à mesure qui entrent en scène, d'autres qui sont épargnés, d'autres qui sont inculpés, et que sais-je encore. Où est-ce que vous vous situez dans le cadre de cette affaire? Pour l'heure, on n'a arrêté que des co-auteurs et des complices. Est-ce qu'il faut comprendre, honorable, qu'il n'y avait pas de principal auteur ou de commanditaire dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo? Merci. Comme vous l'avez dit, j'ai suivi très bien ce que disait le docteur. Le docteur, parce qu'il est un homme de droit. Et aussi, on apprend chaque jour. Tout à fait. Et il a été dit qu'ils sont inculpés, l'autre co-auteur et l'autre complice. Donc, ce que je voulais dire d'abord, de prime abord, on en a discuté sur ce plateau aussi, on avait parlé que le colonel, dans ses aveux, avait dit que lui, il torturait Martinez Zogo pour le faire taire. Il ne l'a pas torturé pour le tuer. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et ça rejoint ce que le docteur vient de le dire. La justice, c'est les faits. Voilà ce qu'il a déclaré. Il a déclaré que lui, il n'était pas là pour le tuer. C'était pour le faire taire de ce qu'il était en train de mettre sur la scène
politique, économique de notre pays. Et aussi, il faut savoir les qualificatifs qui ont été donnés par la justice. On dit bien, on ne peut pas parler de meurtre comme il veut que ça soit. Parce que là, on dit bien qu'on l'a torturé et il est mort par la suite de torture. On peut torturer, perdre un membre, ça a un qualificatif. On peut être torturé, subir et succomber à la mort. On peut torturer, avoir juste des blessures. Et chacune d'elles ont des peines. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pour vous les dire peines que ne seraient être les mêmes dans le cadre justement de ce genre de torture. De ce genre de torture. De ce genre de torture, je pense qu'elle est de 5 à 20 ans. Si je ne me trompe pas. Celle dont nous parlons. Donc, celle de la torture de Martinez. De Martinez. Non, c'est la condamnation à vie. Je dis, regardez bien l'article. Je dis bien, je dis que déjà que l'affaire au niveau de la justice, tant que nous encore plus, en tant que nous parlementaires, nous ne pouvons plus trop en débattre. Parce qu'il faudrait que nous laissions la justice faire son travail. Déjà, on a déjà eu une victoire. Qu'on sache déjà que l'affaire est en train de se dénouer. Comme elle est en train de se dénouer, laissons la justice à laquelle nous avons confiance nous amener toutes les réponses dont nous attendons. On a martelé, on a tout fait, on a pleuré, on a crié pour que, au moins, rapidement, on ait des réponses à nos questions. On a commencé à les avoir. Donc laissons la justice, qui est une justice républicaine. Moi, je le dis toujours, c'est une justice républicaine. Nous allons avoir les réponses données. Surtout que... Vous avez confiance en cette justice? J'ai confiance en cette justice. Surtout que le plus haut l'a demandé. Et je pense le président de la République. Le président de la République l'a demandé, qui est... comment le patron de la magistrature l'a encore demandé. Je pense qu'ils vont faire leur travail en toute sérénité. Donc permettons-les de pouvoir faire leur travail aujourd'hui. Comme l'a dit, et si vous avez suivi le discours et du ministre de la Communication, le discours de la présidente, de la doyenne de l'Assemblée nationale, laissons faire. Que ceux qui ont cela à charge de ce travail puissent travailler. Nous avons déjà fait notre part dans les télés, dans les médias. La justice a pris à bras le corps. C'est un autre corps de métier. Laissons-les travailler en toute sérénité. Merci beaucoup. L'honorable veut que nous laissions cette justice travailler en toute sérénité. Nous sommes d'accord, honorable, rassurez-vous. Docteur Mbessé, pour l'heure, est-ce qu'on peut commencer justement à parler d'une première victoire pour cette presse qui s'est mobilisée comme un seul homme, que ce soit au niveau national et international? Est-ce qu'on peut parler d'une victoire à l'endroit de ces nombreux influenceurs, que ce soit au niveau du Cameroun ou alors à l'international, qui ont mis de l'énergie pour que cette affaire ne meure pas? Est-ce qu'on peut parler d'une première victoire concernant justement l'ordre gouvernant, avec à sa tête naturellement le président de la République qui s'est saisi personnellement de cette affaire? Victoire au pluriel, victoire mais également prudence. Prudence et victoire parce que lorsqu'il y a une question comme celle-là, nous avons vu le peuple camerounais s'élever comme un seul homme, indépendamment des partis politiques, des chapelles religieuses, encore moins des couloirs spirituels. Nous avons vu le peuple camerounais une fois de plus s'élever pour dire que la justice soit dite. Et c'est donc une première victoire que ceux qui représentent ce peuple au travers des mandats que nous connaissons aujourd'hui aient pris à bras le corps cette affaire. J'ai également dit c'est la victoire des institutions
également du Parlement parce que il y a, je pense c'était hier, à l'ouverture de la session, j'ai pris la peine d'écouter avec beaucoup d'attention les discours des doyens d'âge des deux chambres lors de l'ouverture. Ce sont des discours qui sont historiques et qui devraient véritablement rester dans la mémoire de ceux qui voudraient avoir un éveil républicain et une conscience historique. Je voudrais également dire que il y a beaucoup de prudence parce que c'est aussi la victoire de la justice des faits. Parce que nous savons bien que dans les réseaux sociaux, nous avons bien écouté, et même dans certains médias, nous avons écouté cette orientation à une justice de l'opinion et qui a voulu à un moment donné nous faire croire à certaines choses. Je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont disparu du point de vue de la justice, notamment ce nom d'un certain Essimi Gaëtan qui a disparu totalement, cette affaire de Rangers Security et des voitures et des assassinats à Douala autour de cette affaire dès le début, nous l'avons vu ici, mais au niveau de la justice, on ne parle plus de cela parce que la justice a fait un recoupage et est en train d'aller vers le sens de ce qu'elle fait. Et moi, je voudrais dire que c'est la victoire également du bien sur le mal qui est en train de se dessiner. La victoire du bien sur le mal qui est en train de se dessiner selon le docteur François Désiré Mbesse. Alors, je me retourne vers Bienvenue Somba, vous qui êtes le frère de Martinez. Il n'y a pas mieux que vous sur ce plateau pour nous apporter quelques éléments de réponse. Nous le savons déjà, la famille de Martinez Zogo, c'est-à-dire votre famille, avait décidé que Martinez ne sera pas enterré tant qu'on n'aura pas la justice autour de cette affaire. Pour l'instant, à ce niveau de l'affaire, pensez-vous que Martinez peut déjà être enterré? Oui, parfait. Ou alors vous attendez encore? Je voudrais d'abord revenir sur ce que les autres panélistes ont dit. Allons-y. On voudrait bien laisser la justice faire son travail, comme Madame l'Honorable le demande. Mais nous savons aussi que, comme le juriste, le docteur a dit, cette victoire est plurielle. Hein. Cette victoire part d'abord de la chefferie traditionnelle, d'une certaine chefferie traditionnelle de l'Aléké, qui a pris le dossier à bras le corps et a imposé le rythme. Sans cette... J'ai dit ici la dernière fois que je passe par ici que c'est ce message-là que le président a compris. Ce n'est pas le deuxième message qui est venu par la suite. Alors, on voudrait bien laisser la justice continuer à travailler, mais il y a des réserves. Il y a, comme le docteur le dit, on doit, cette justice-là, bon, c'est vrai, et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais on connaît aussi l'état mental, l'état moral de notre justice, qui n'est pas la plus... notre justice n'est pas la justice la plus catholique hein, au monde. Vous essayez simplement de tirer sur cette justice, alors que pour l'instant, certains peuvent vous faire comprendre que la justice est en train d'abattre un travail énorme, un travail formidable. On ne peut pas dénier le travail que la justice est en train de faire. Mais, comme le docteur a dit, il faut rester prudent. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans prudence? La prudence. Vous pensez qu'il est fort possible que la justice, étant donné qu'apparemment le peuple a besoin de sang, que cette justice essaye de vous amener... Parfait, oui. Sous tous les cieux, lorsqu'un procès implique les grands capitaux, il faut faire attention. Tout peut changer à tout moment. Les grands capitaux, c'est quoi? Les gens qui sont propriétaires de gros moyens financiers. L'affaire peut changer à tout moment. Bon, maintenant pour revenir... Vous l'avez dit, hein, lorsque l'enquête était au début, vous l'avez dit, mais maintenant on a interpellé certaines personnes. Vous avez continué à dire que non, c'est peut-être pour essayer de divertir le peuple. Maintenant, d'autres ont été inculpés. C'est pour ça que vous êtes toujours en train... Attendez, bienvenue. Vous êtes toujours en train de vouloir comprendre que non, cette justice, faites attention. Est-ce que la justice, pour l'heure, n'est pas en train de montrer quelques signes, quelques indicateurs de ce que elle a pris le problème à bras le corps? Parfait, on veut y croire, mais... Vous êtes hésitant. On ne reste pas hésitant en tant que tel. On reste très prudent. Et il faut rester très prudent
tout en maintenant la pression. Bon, et je crois que ça rejoint ta question. Vous savez, vous êtes bantou comme moi. Ouais. Quand on va au deuil d'un bantou, on demande qui a attaqué l'autre. C'est lui qui a attaqué la mort Ou bien c'est la mort qui l'a attaqué. Et quand on a posé cette question, on s'attend à voir le nom du tueur. Soit la personne s'est tuée elle-même, soit c'est quelqu'un qui l'a tuée. Au niveau, Vous nous pensez sommes... donc que pour l'heure, la Pour l'heure, c'est entière. pour l'heure, moi je suis... Est-ce que la justice, justement, donc, nous a aidés à ces niveaux de l'enquête? La justice ne nous amène pas également dans un flou, peut-être pas artistique? Non, je ne peux pas m'aventurer dans ce que tu me Puisque vous suggères. êtes encore en train de Laisse-moi Non, continuer, bienvenue. laisse-moi continuer. C'est vous qui nous dites que chez les Bantous, Oui. et moi je vous comprends, je vous ai, on va être très méthodique ce matin. Oui. Vous dites que nous nous posons sur la question, lors justement de cette palabre avant l'enterrement, on se demande qui a attaqué l'autre. Est-ce que c'est le mort, le cadavre qui est allé attaquer la mort, ou alors c'est la mort qui a attaqué le cadavre? Cela signifie quoi? C'est une question où on veut savoir qui est l'auteur du Voilà. meurtre. C'est ça. Oui. Bon, maintenant, la justice nous dit les inculpés vont devoir passer 6 mois en prison avant de revenir au tribunal. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la famille de Martinez-Zogo, dans 6 mois, ce n'est que dans 6 mois que la famille de Martinez pourra connaître le nom de l'assassin. Sinon, si la famille Peut-être de même que Martinez... vous pouvez mettre pourrait. Oui, je dis pourrait. Pourrait. Pourrait, voilà. Pourrait. Pourrait. Nous sommes au conditionnel. Mais tu peux dire pourra parce que les 6 mois sont incompressibles. Le juriste là, est-ce que les 6 mois vous n'avez pas sont compressibles? C'est possible qu'on rappelle. Avant C'est 6 possible. mois? Non, je veux dire, il y a 6 mois, on peut rouvrir le dossier pour les 6 mois pendant, mais il faut dire qu'il est possible que ce soit, si les données ne sont pas encore aussi claires, qu'on renvoie pour une autre période de 6 mois. Ok, donc ce n'est que dans 6 mois que la famille pourrait connaître le nom. Sinon plus. Hein. Alors vous voulez Bon, non ça faire voudrait comprendre que pour l'heure, la famille n'est pas disposée Je ne parle pas au nom de la famille. Tu sais, je suis le mancal de cette famille. C'est-à-dire l'enfant de la sœur de Martinez. Ouais. C'est-à-dire, quand je pars au deuil, on doit me dire qui a tué mon oncle. On doit me dire qui a tué mon oncle. Maintenant, est-ce qu'entre-temps, la famille va se fatiguer et trouver des compromissions avec l'administration pour que... Vous parlez de compromission. C'est un mauvais mot là. Bon, trouver des convenances. Voilà, c'est Des arrangements. Trouver des arrangements avec l'administration pour qu'on puisse faire le deuil avant. Moi, ça ne relève pas de moi. Mais le jour qu'on me dit qu'on enterre Martinez aujourd'hui, je me prépare comme un bon neveu. Je vais au deuil. Je demande le deuil. Avant qu'on ne me donne ma chèvre du neveu, on me dit d'abord... Notre préoccupation. Oui. À votre niveau, vous n'êtes pas dans cette posture qui voudrait que on ne pourra enterrer Martinez que si on a le véritable nom ou les véritables noms des commanditaires. Je crois que les jalons sont déjà posés pour qu'on aboutisse à la vérité, même si c'est dans 2-3 ans. Et tu sais bien que chez les Bantous, on ne fait pas souffrir un cadavre. On ne doit pas faire souffrir un cadavre pendant longtemps. À un moment, il faut... Donc pour vous, il faut déjà enterrer Martinez. Non, pas qu'il faut déjà enterrer. Non, toi, tu vas trop vite en besoin. Je veux comprendre. Non, pour moi, ça dépend de la famille. D'accord. Ça dépend de la famille. pose Si la famille dit qu'on enterre Martinez on vous a dans compris. 2 semaines, je ne dirai jamais non. On Mais vous a eux, compris. la famille saura quoi dire à leur neveu. C'est compris. Honorable, doit-on déjà penser à enterrer Martinez parce que nous savons que la famille nucléaire de Martinez-Zogo avait posé une espèce de veto. On ne pourra enterrer Martinez que si on a le nom ou les noms de ceux qui ont assassiné Martinez-Zogo. En l'état actuel des choses, la famille peut-elle déjà jouer sur une pédale douce? Déjà que
le mot assassinat ne revient plus. Vous pensez que de plus en plus il a disparu, ce mot? Pour la justice, maintenant, on ne parle pas d'assassinat. On parle de quoi? De torture qui a mené à la mort. Ça signifie quoi? C'est bien différent de l'assassinat. Parce que l'assassinat, ça veut dire je me suis levé, je suis allé, peut-être j'avais un fusil, je vous ai fusillé, ou j'avais un couteau, je vous ai poignardé pour vous tuer. Mais là maintenant, on dit bien, il a été torturé et amené à la mort. Selon le droit, hein, moi je suis économiste en tout cas. Dans les gens de droit, je suis économiste. Donc, selon le droit, c'est deux choses différentes. Si tu dis assassinat, il faut que tu apportes la preuve de l'assassinat. Mais tous ceux qui ont été interrogés, ils ont bien dit, moi je l'ai torturé pour le faire taire. Et la mort en est suivie. Donc, c'est pas ceux-là qui l'ont assassiné alors? Il s'est assassiné lui-même. Je suis en train de dire quelque chose. Comprenez bien. Je suis en train de dire qu'ils ont dit qu'ils l'ont torturé et c'est arrivé à la mort. Donc les séquelles de la torture l'ont amené Bon, maintenant à la réponse mort. à la question, c'est autre chose. Donc, Maintenant, je voudrais oui. dire, parce que ça je voulais d'abord... Allons-y, on aura. que Vous voulez d'abord la porter famille- cette précision. Cette précision. Et que la famille a bien demandé qu'ils veulent savoir quels sont les auteurs. Ils ont déjà un début de réponse. Ils ont déjà un début de réponse. La justice maintenant va prendre tout le temps que ça va prendre, encore enquête sur enquête, comment vous appelez ça, les débats, ça va prendre combien de temps? Donc on dit déjà qu'ils vont d'abord faire 6 mois pour revenir à la barre. La famille va attendre pendant 6 mois le deuil. Parce que l'exigence qu'ils ont donnée, elle est presque là. On connaît déjà qu'il a été torturé, arrivé à la mort. Donc il ne s'est pas tué lui-même. Ça là, on connaît déjà, la famille connaît déjà ça. Mais qui l'a tué? Martinez. C'est Martinez qui a tué Martinez? Martinez Zogo est mort de torture. Selon ce que nous, on a appris. On n'était pas témoin. Martinez Zogo est mort de torture. Madame, on meurt toujours de quelque chose. Hein. Mais qui est donc l'auteur de cette chose? Si c'est la maladie, on parle de la nature. C'est la torture qui est l'auteur de la mort. Tel que c'est dit. Donc c'est la personne qui est torturée qui est l'auteur de la mort. Qui est l'auteur de la mort. Non, maintenant, la justice c'est la va personne qui a dissocier, torturé qui est l'auteur de la mort. va dissocier et les complices, et les tortureurs, et les... Ça, c'est la justice. Mais je dis qu'aujourd'hui, à mon humble avis, pour moi, je pense que vraiment, ce n'est pas parce que quand on enterre, on se dit qu'on a déjà tourné la page. C'est peut-être ça. Mais non, on n'oublie jamais sa personne qui est décédée. Mais ça ne, je me dis qu'ils peuvent déjà amener à faire le deuil de leur enfant parce qu'ils ont déjà un élément de réponse à leurs questions. Très bien. Anna, avant de repasser la parole au docteur François-Désiré Mbesse, nous avons trop de messages. Nous allons faire un effort de lire quelques-uns pour montrer également que ces téléspectateurs ont le droit de donner leur avis. Bonjour, libre expression. Monsieur et toi, bonjour. La loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 consacre la protection et l'intégrité physique. Le Code pénal, en son article 277, alinéa 3, dispose: est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui. Pour le cas d'espèce, les inculpés qui sont à Konangui doivent s'attendre à un emprisonnement à vie ou alors 20 ans d'emprisonnement. Article 132. Parfait, on ne peut pas encore enterrer Martinez de mon point de vue. Madame Daoussa, quand vous n'avez pas d'éléments de droit, restez. Vous confondez tout. Arrêtez, c'est un assassinat de la part de Thomas Mpako à Mbalmayo.
Autre message ce matin. Bonjour, parfait. Et tout ton panel. J'ai l'impression que plusieurs Camerounais ne connaissent pas bien ce pays. Nous sommes là en pleine mafia. Et la mafia est exactement comme un tourbillon qui se dessine quelque part et fait son show, puis disparaît progressivement. Dans cette affaire, pourquoi certains noms ont subitement disparu? Souvenez-vous qu'un jour, avant la disparition de Martinez Ogo, il disait mettre à nu le lendemain. Il continue en disant que les responsables de cet assassinat sont juges et partis. J'ai tout simplement peur qu'on n'aboutisse jamais à la vérité sur cette affaire. C'est Lucas Doudja. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Vraiment perfecto. La dame sur le plateau veut nous distraire. Belle émission à vous. Autre message. Bonjour le plateau. Le Ndjek, c'est après l'enterrement du défunt. Le Ndjek, c'est quoi? Ça doit être en Bassa, hein? Oh, Pierre Blériot n'est pas là, il devait me donner l'explication. Le Ndjek, c'est après l'enterrement du défunt. Vos avocats pensent être plus intelligents que qui? Les enfants me demandaient, papa, tu cherches quoi ici en faculté de droit à plus de 60 ans? Mais la vraie question, c'est qui a tué et pourquoi? Mbombok, Bilon, Kark. Merci, hein, Mbombok. Il faut nous expliquer ce que vous entendez par le Ndjek. Bonjour le panel. Sincèrement, je m'en veux d'être sur le plateau. Néanmoins, les personnes placées sur détention provisoire sont et demeurent les potentiels suspects, car seul le tribunal a la compétence de les déclarer coupables. Mais le juge d'instruction, au moment où j'étais en train de lire, il a effacé le message. Je ne sais pas pourquoi vous effacez donc ce message. Autre message ce matin. Bonjour Info TV. Cette arrestation pour moi est du bluff. Nous le peuple, nous attendons la reconstitution des faits. Bon dimanche perfecto. Autre message ce dimanche. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour parfait, que la dame là ne nous dérange pas. Ils l'ont torturé et il est mort, point. C'est Catherine depuis Oja. Autre émission ce matin. Autre message ce matin. Bonjour El Perfecto. Honorable, je suis pas d'accord avec vous. Pure distraction. C'est Émilie Ayaoundi. Bonjour. Bonjour parfait. Personnellement, cette histoire n'est pas simple. À mon humble avis, pourquoi on ne tient pas compte de l'assassinat du révérend père journaliste assassiné juste après Martinez? Or, ce dernier faisait comprendre que... Bon, je vais éviter de donner certains noms, hein, parce que à la télé, il faut faire très attention. Donc, souffrez qu'à un moment donné, comme vous donnez des noms, moi, je ne puisse pas les donner. Bonjour, perfecto. Est-ce qu'il faut avoir fait Harvard pour comprendre que c'est cette torture qui a conduit au décès de Martinez? La justice parle de complicité de torture au lieu de complicité de meurtre. Ou alors, c'est moi qui suis trop bête. C'est Daryl de Mendon qui envoie le message. Une autre préoccupation ce matin, nous prenons celle-ci. La procédure en cours respecte scrupuleusement l'esprit de la loi. Le juge d'instruction ne condamne pas. Il relève les chefs d'accusation. Martinez Ogo a été filé, enlevé et torturé. Le jugement devra établir le lien qui existe entre ces éléments et la mort. Il faut rappeler que la complicité en droit est synonyme de la commande. On est complice de l'infraction en droit et non complice d'un auteur. Il y a beaucoup de juristes qui nous aident ce matin. Hein. D'accord, merci pour votre intervention. Bonjour, parfait ici. Vous avez dérangé ce matin. De grâce, vous êtes un journaliste brillant. Le 8 mars n'est pas la fête des femmes. Une fête, c'est une fête. Une célébration, c'est une célébration. C'est signé Georges. J'avoue que, Georges, moi je comprends pas ce que vous voulez dire. Tu as annoncé le 8 mars, tu as annoncé le débat sur le 8 mars. Lui, tu as dit que c'est la fête des femmes. Il s'est empressé déjà.
Non, il a dit que c'est la fête des femmes. Et c'est la fête des hommes? C'est pour ça qu'il dit que tu as dérangé. Que c'est une célébration. Tu t'arrêtes là. Incroyable. Un message qui nous vient de Paris en France. Bonjour Perfecto. Je suis très étonné par le niveau de cette dame. Tortue ayant entraîné la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Point. Les gens sont très énervés. Hein? Alors, Mbombok Bilong Bikak est de retour et me fait comprendre que d'abord, il vient d'avoir sa licence en droit après 60 ans. Bravo. Il me dit également donc le njak, c'est la punition pour celui qui tue autrui par sorcellerie ou physiquement. Je viens d'avoir ma licence en droit. Merci. D'accord. On lit encore deux. Alors, ce message nous vient d'Addis Abeba en Éthiopie. C'est le 251. Bonjour parfait, belle émission. Quoi? Ils avouent avoir torturé. Où est-ce que le monsieur a été torturé? C'est faisait depuis Addis Abeba. Docteur, parfait. Oui, Permettez-moi oui. de vous dire, parce qu'ils font de l'amalgame avec tous les articles là. Allons-y. L'article 132 bis dit bien sur la torture. Parce que nous, depuis là, le juge d'instruction, comment vous l'appelez? D'instruction a déjà qualifié les faits. Lui, il a qualifié torture, complicité de... Voilà les deux qualifications qu'il a. Complicité de torture par aide. Voilà. La torture et torture par complicité par aide. Donc, et on a bien dit, l'article 132 de notre code pénal, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y a dans les réseaux sociaux tous les analyses qu'on a fait où on mélange le code français avec les autres codes, avec le code camerounais, pour dire que c'est ça. Non, je dis bien, lisez bien. Donc, si on s'arrête à torture, l'article 132 bis du code pénal de notre loi 1997-09 du 10 janvier 1990 dit bien est puni de l'emprisonnement à vie qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui. Par la peine de 5 à 20 ans pour celui qui l'amène à perdre un membre ou ses esprits. Donc c'est catégorisé. Et on parle de torture. Donc, oui. Il ne faudrait pas qu'on me dise que ce n'est pas ce qui a été dit. Moi, je parle des faits qui ont été qualifiés. Les faits ont été qualifiés. Je pars de là. Oui, donc, je ne parle plus de ce que nous tous nous avons parlé. Nous avons parlé d'assassinat. Tous sur ce plateau, nous avons parlé. Assassinat, on l'a assassiné d'une mauvaise manière. Nous l'avons tous dit. Maintenant, on a remis aux spécialistes. Les spécialistes maintenant viennent nous dire que nous ne devons plus parler d'assassinat en attendant que le juge puisse requalifier les faits. Parce que maintenant, on attend, c'est le juge qu'on attend qu'il requalifie les faits. Maintenant, le juge d'instruction dit que lui, pour les amener à Kondengui, voilà ce que lui, il a trouvé. Torture. Et l'autre, il est complice de cette torture-là et de l'aide. Oui, vous voulez que je dise quoi? Que j'aille dire ce que je n'ai pas... On est donc en face d'un cas d'assassinat. Un cas d'assassinat qui a été entraîné par la torture. Et vous-même, vous lisez que torture ayant entraîné le décès. Le coupable est condamné à vie. C'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est ça que, justement, je dis que moi, je ne peux plus parler. Pour l'instant, je ne peux plus parler d'assassinat. Je parle de torture qui ont entraîné à l'assassinat. Voilà. Je suis clair. À la mort. À la mort. Je veux dire. C'est clair. Maintenant, la torture qui a entraîné à la mort. Le docteur, je ne parle pas d'assassinat. Le docteur va nous éclaircir. Juste parce que parfait. Le juge... problème ici, pourquoi on évite de parler d'assassinat? Parce que si on parlait d'assassinat, c'est la condamnation à mort. C'est la condamnation à mort. Donc c'est pour ça que, comme le docteur a dit, il faut qu'on soit prudent. On commence déjà à manipuler la procédure. On ne veut pas prononcer... Vous êtes excessif. On ne veut pas prononcer les vrais mots. On veut philosopher sur la mort de Martinez. Non, il y a eu torture. Et puis on fait abstraction du mot assassinat. Mais ce qui est vrai, c'est que
on est en face d'un assassinat des suites d'une torture. Alors, il y a un autre élément ici. Hein. Bonjour, la jeunesse des Tilbébégué. Mebarkono en particulier, salue tout ton panel, en particulier le docteur François-Désiré Mbesse, le sémiologue, Bertrand Zan. Les mis en cause sont sous mandat de dépôt pour complicité de torture. La question est de savoir qui en est l'initiateur, sans oublier que les complices sont soumis à la même peine. C'est un assassinat avec préméditation. Docteur François-Désiré Mbesse, je vous passe encore la parole. Vous voyez que pour l'instant, au niveau de l'opinion, il y a nécessairement un travail qui doit être fait. On doit bien expliquer à l'opinion ce qui se passe et ce que nous devons entendre au niveau de ces chefs d'accusation. Nous avons commencé ce matin. Je pense également que peut-être il sera mieux que ceux qui dirigent cette enquête puissent bien expliquer aux Camerounais et au reste du monde ce que l'on devrait comprendre par ces chefs d'accusation. Par exemple, complicité de torture par aide. Ça veut dire quoi? Maintenant, madame nous donne notre débat, nous livre notre débat sur le plateau, l'honorable, et elle dit qu'elle-même s'appuie sur ce que le juge a dit. On ne parle plus d'assassinat, on parle maintenant de complicité de torture, ainsi de suite. Finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre, docteur? La première chose à comprendre, c'est que nous sommes dans un procès et qu'on ne saurait apprécier un costume qui est en train d'être cousu. Et donc, chez nous les Bantous, on dit généralement quand vous allez défricher votre champ que tant que vous n'avez pas encore donné la forme du champ, vous n'êtes pas à la fin du travail. Alors, quand on introduit une procédure dans un procès, il faut bien arriver à la fin. Et je pense que nous sommes là dans les étapes régulières qui devraient nous conduire à des conclusions. Et donc, pour l'instant, l'affaire n'est pas close parce que quand on parle d'un procès, généralement en justice, il finit par une sentence et il y a une grosse qui arrête tout cela. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous sommes encore au niveau, et je précise bien qu'on a parlé de l'inculpation. L'inculpation n'est pas la culpabilité. Donc, il est important que du point de vue de la terminologie juridique, que les uns et les autres comprennent ce que ça veut dire. Quand vous êtes inculpé, ça veut dire qu'il y a des éléments qui démontrent d'une manière ou d'une autre, des éléments factuels qui démontrent d'une manière ou d'une autre que vous avez eu affaire dans ce qui est aujourd'hui querellé. Et donc, maintenant, quelle est la responsabilité finale? C'est que nous attendons pour l'instant que soit démontré, reconstituer le crime, parce que vous savez, quand on reconstitue le crime, il faut revenir au lieu. La reconstitution des faits. Oui. Dès qu'on revient à la reconstitution des faits, nous avons des éléments comme le colonel Daoué qui est passé aux aveux. Il est passé aux aveux, mais seulement ces aveux ne permettent pas à la justice de reconstituer les faits. Parce que pour l'instant, c'est entre ce qu'il a dit... Pour reconstituer les faits, qu'est-ce qu'il faut? Non, pour reconstituer les faits, parce que quand vous dites par exemple que c'est moi qui ai posé l'acte, oui. La question c'est où est-ce que vous avez posé l'acte? Alors, attendez un peu. Vraiment, docteur, vous allez finalement nous rendre tous bêtes dans le cadre de cette affaire. Oui. Parce que si quelqu'un dit, bon, parfait ici, je prends mon exemple parce que c'est bien difficile de prendre les exemples sur les gens. Oui. Je prends l'exemple sur moi-même. Parfait ici, avoue que c'est moi qui ai tué Bienvenu et Somba. Est-ce que ce n'est pas facile pour qu'on a d'autres questions? Donc, si on veut, on demande à Parfait ici, où est-ce que vous avez tué Bienvenu et Somba? C'est pour cela que... Ça signifie que Dangoué peut toujours répondre à cette question. C'est pour cela que la... Pourquoi vous dites donc qu'on ne peut pas encore faire la reconstitution des faits? La reconstitution des faits, c'est quoi? 1. Est-ce qu'il y a déjà ceux qui ont commis l'acte? 2. Si on a ceux qui ont commis l'acte, on peut donc aller prendre et aller là où on a commis l'acte. Ce n'est pas ça, Je crois que ces éléments ne sont pas encore aussi clarifiés. Est-ce qu'on a celui qui a commis l'acte? Je ne peux pas encore vous dire avec certitude. Il y a quelqu'un qui dit que quelqu'un passe aux aveux. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a commis l'acte. Oui.
Et il y a encore, je vous dis, au niveau de l'analyse de cette procédure, il y a encore du doute sur la sincérité de son dire. Parce que ce dit, quand on lui demande, on pose des questions. On veut savoir, donc, c'est vous qui avez commis l'acte. Il y a donc des éléments factuels qui nous amènent à croire que c'est vous. C'est quoi? Ce n'est pas seulement le fait de dire que c'est moi qui ai commis l'acte. Attendez un peu. Attendez un peu. Donc maintenant, en justice, pour l'instant, nous sommes dans le cadre d'un meurtre. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un passe aux aveux. Vous avez encore des doutes sur ce qu'il vous dit. C'est-à-dire que quelqu'un dit, c'est moi qui ai tué. Vous avez encore des doutes. Nous sommes donc vous allez aller chercher celui qui va dire que c'est pas moi qui ai tué. Nous sommes là dans un scénario à la Al Capone. Ça veut dire quoi? Il faut faire attention. C'est pour cela qu'il est facile. On n'est pas encore à la fin de cette procédure. Vous savez qui était le colonel Danwe? Oui, très bien. Vous pensez que c'est un plaisantin? Non, il est possible. Je vous dis que nous sommes encore au niveau de ce procès. Si nous ne sommes pas arrivés à dire concrètement qui a fait, quels sont les commanditaires de cet acte, c'est parce que les informations que nous avons jusqu'ici ne permettent pas encore de déterminer qui en sont les auteurs. C'est ça le problème. Oui, parfait. Je veux quand même dire au docteur qu'avec tout le respect que je lui dois, allez-y. C'est bien de mettre en doute les déclarations de colonel Danwe, mais lui, il est juriste. Il sait aussi que l'aveu est la mère des preuves. Je suis aussi d'accord que quelqu'un peut passer à l'aveu pour obstruer la procédure. Mais qu'est-ce qu'on va donc faire? Va donc attendre la fin du monde à cette étape de la procédure? Au lieu c'est pour cela justement qu'on n'est pas encore, la justice n'a pas fermé. Si les éléments étaient clairs, je vous dis que la justice vous donnerait aujourd'hui, répondrait à 3 questions. La première question, où est-ce que l'acte a été commis? On vous aurait dit. On vous aurait dit également qui en sont les commanditaires. Pour l'instant, nous n'avons pas encore cela et il est impossible de reconstituer les faits. Et c'est pour cela que le juge d'instruction est clair. Il y a 3 éléments. On dit le sieur Amougou Belinga pour complicité de torture et aide. On dit le général Dawe et le lieutenant-colonel Dawe et comment on l'appelle le Maxime Eko pour filature, enlèvement et torture. Ce sont les 3 éléments qui sont donnés pour l'instant. Je ne vous arrache pas la parole. Est-ce que le chef d'inculpation d'Amougou Belinga ne confirme pas déjà le passage aux aveux de Danwe, puisqu'on inculpe M. Amougou Belinga de complicité, de torture et d'aide? C'est-à-dire, c'est établi donc il a été complice, il est complice et il a aidé Danwe. On n'a plus à discuter sur ça. C'est aussi, ce que vous dites est aussi simple. Mais je vous dis que si nous en sommes là, c'est parce que justement, il y a encore un flou artistique entre l'exploitation des informations au niveau de la justice et ce que les uns et les autres déclarent. Et c'est pour cela que je dis que le principe du contradictoire par lequel relève la vérité en droit voudrait que on continue à mettre à rude épreuve toutes ces informations qui sont données. Et j'ai toujours dit, je souhaite que le peuple camerounais se prépare à beaucoup de retournements dans cette affaire au moment où la justice véritablement sera dite sur cette affaire. Docteur, je pense que, parfait, une seconde. Je pense que le flou artistique au niveau de l'inculpation n'existe plus. Le flou qui reste, c'est la détermination des auteurs. Sinon, on risque, on fait croire que le travail que la justice fait n'est pas... Non, la justice, méthodiquement, la justice est dans son rôle. Hein. Voilà. La justice est dans son rôle. Le flou qui reste, c'est déterminer les auteurs. Nous, on sait déjà que les co-auteurs et les complices sont là. La justice ne nous dira pas demain après demain que oui, ils ne sont plus auteurs et complices et co-auteurs.
Tout ce que nous attendons aujourd'hui, ce sont les auteurs. Très bien. On lit encore 2 ou 3 messages. Hein. Je vous dis, c'est une pluie de messages. Mais quand on parle de complicité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a assisté soit de près ou bien de loin, soit il a financé, soit il a passé un appel, donc il a été complice. C'est tout. Mais je crois que le code pénal est strict sur cela, qu'il assume, et le reste, ça s'arrête là. Exactement, quand une personne a avoué, ça veut dire qu'il doit nous dire comment il s'est organisé, avec qui et à quelle heure ou comment. Vous voyez, dans tout cela doit être reconstitué. J'accueille Émile Messi, communicant du RDPC, qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour Émile Messi. Bonjour Parfait Aïssi, bonjour Companel. Toutes mes excuses pour ce grand retard qui est dû au fait que j'étais bloqué à la poste centrale et impossible de traverser à cause des cérémonies. Je ne sais pas si c'est des cyclistes qui passaient et ils ont envoyé toutes les routes et vraiment c'était pas facile. Mais Dieu merci, je suis là et puis je suis heureux d'être sur ce plateau. De toutes les façons, vous arrivez au moment où nous sommes en train de boucler avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Un sujet que vous maîtrisez très bien. Quand je dis que vous maîtrisez, parce qu'il faut y faire très attention avec les mots que nous utilisons. Nous disons un procès que une affaire que vous suivez. Peut-être c'est encore mieux comme ça. Donc, parce qu'on va aussi, on risque aussi le convoquer. Hein? On risque aussi vous convoquer au 7. Donc je préfère, il ne faut pas que vous mettez dans des problèmes. Donc une affaire que vous suivez, l'affaire Martinez-Zogo, les premières personnes ont été inculpées et elles ont été justement mises à comment on appelle ça? Détention provisoire. Il y a une autre expression que j'aime souvent. Garde à vue? Non. Sous mandat de dépôt. Ils ont été mis sous mandat de dépôt. Donc, alors, votre commentaire à ce niveau, au moment où il y a un flou sur les chefs d'accusation qui ont été retenus. Beaucoup pensent d'il y a que de plus en plus, nous ne parlons plus d'assassinat. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une simple complicité. Beaucoup pensent également qu'il est temps que nous passions à la reconstitution des faits dès lors où nous avons déjà eu des personnes qui ont avoué avoir enlevé Martinez, filé Martinez, torturé Martinez. Pour l'instant, on s'arrête au niveau de la torture. Hein. J'ai l'impression pour l'heure, on s'arrête au niveau de la torture. Après, là, il n'y a plus rien. Mais on sait seulement que Martinez est mort. On sait, bon, dans tout cela, dans tout ce flou, Émile Messi du RDPC, vous vous situez à quel niveau? Je me situe au niveau de la République, au niveau des institutions. Je voudrais m'appuyer sur la sortie de la doyenne de l'Assemblée nationale de vendredi, qui est revenue abondamment sur cette question-là, la qualifier des affaires ou alors des scandales de la République. Donc, cette sortie, et bien avant cette doyenne de l'Assemblée nationale qui a fait un discours où le peuple s'est vraiment concerné, s'est senti concerné par une représentation du peuple. Pour dire que l'affaire Martinez-Zogo, il y a eu des affaires dans ce pays, mais c'est une affaire qui aura mobilisé toute la République. Aujourd'hui, chacun peut en parler, en allant dans son bord, en allant ainsi de suite. Il faut également dire qu'il y a eu des affaires dans ce pays, mais c'est la première fois où le chef de l'État lui-même a instruit la gendarmerie et la police pour faire une enquête et que les présumés responsables de cette affaire-là soient présentés à la justice. Voyez un peu. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, chacun peut y aller de son côté, mais restons d'abord au fait. L'Assemblée nationale, en ouvrant les travaux de toujours, a dit que le peuple, pour une fois de plus, attend que toute la lumière soit faite sur l'affaire Martinez-Zogo. Ce n'est plus une affaire d'Émile Messi, ce n'est plus une affaire de Farfa ici ou d'Info TV ou du Congo. Ça, non. Ça, c'est la législation nationale. Lorsqu'elle a interpellé donc ceux qui sont, alors ceux qui ont la compétence de faire la lumière sur cette affaire-là, on ne peut que rester sous la couverture des institutions pour tout ce qu'on pourrait dire, c'est parce qu'il y a eu le temps quelque part. Par rapport aux événements, vous voyez, nous sommes tous sur la fin dans cette histoire. Au regard de l'issue, peut-être, est-ce que c'est parce que madame a parlé avec un ton ferme à l'Assemblée nationale pour que le lendemain, on voit quand même les choses se mettre en mouvement? Parce qu'il faut quand même dire qu'on a vu
Ces gens-là allaient chez le commissaire du gouvernement et rentraient pour complément d'information, ils revenaient. Et cette fois-ci, on a libéré certains et d'autres, on a collé quelques motifs où effectivement le motif d'assassinat ne ressort plus clairement. Vous pensez que ça vous crée aussi un souci? C'est un souci pour un observateur averti, pour quelqu'un qui voudrait également que toute la lumière soit faite sur l'assassinat. Nous, on n'a même jamais été au courant il a été torturé. Mais on a vu seulement qu'il a été assassiné. De quelle manière, nous n'en savons pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous étions sur les préliminaires, à savoir des enquêtes, les officiers, les OPG, qui sont la gendarmerie et la police. On peut aussi se réjouir que pour une fois, la justice, de façon officielle, se saisit du dossier. Et qui a maintenant la latitude de mettre de côté tout ce qui a été fait là. Si elle n'est pas satisfaite de la manière dont l'enquête a été menée, le juge peut décider de reprendre tout ça à zéro. Et c'est pour ça que moi, là, je plaide les attentes du peuple. Au-delà de ce que l'enquête mixte nous a fourni là. Quand le président instruit cette enquête-là, un certain nombre de personnes avaient été interpellées. On ne sait pas trop sur quelle base. Quand vous prenez le cas du colonel, le lieutenant-colonel Danoué, je ne sais pas sur quelle base il a été interpellé. Maintenant, comme ça, on me dit que le lieutenant-colonel et ses éléments sont déjà là-bas. Qui les a vus quand il commettait même cette affaire? On ne nous a jamais dit. Ou alors c'est sa propre conscience qui a fait qu'il a avoué ce qu'il a fait. On ne nous a jamais dit. Ça aussi, c'est des circonstances prouvées de quelqu'un qui vient dire que c'est moi qui ai tué, en citant les noms des gens, les autres. Et puis, quoi qu'on dise, c'est les avocats également qui nous ont quand même permis de comprendre de quoi il est question. Notamment l'avocat de M. Mugubelinga, Maître Tchunga, qui nous a fait certaines révélations qui ont poussé l'avocat de l'autre camp, je ne sais pas s'ils sont dans un même camp ou c'est deux camps différents, que non, il ne s'agit pas de ça, mon client n'a jamais dit cela. Et puis, en principe, est-ce qu'ils ne devraient pas être dans le même camp? C'est pour ça que je pose bien aussi des questions. Parce que j'ai l'impression maintenant ils sont dans deux camps. C'est pour ça que moi-même je me pose des questions. Moi-même je suis troublé parfois ici. Est-ce qu'ils sont dans un même camp? Est-ce qu'ils sont dans des camps différents? Mais nous voyons quand même que les avocats de Maître Tchunga, non pas les avocats de Maître Tchunga, le Maître Tchunga qui est l'avocat de M. Mugubelinga et l'avocat de Danoué se livrent un duel au niveau des médias. Justement. Nous sommes un peu perdus. C'est tout ça qui a donc pour moi aiguisé des curiosités. Des curiosités qui aujourd'hui ne sont pas dissipées, ces curiosités-là. Puisque vous l'avez d'ailleurs indiqué, un est retenu pour complicité dans la torture et aide en quoi se passe ce langage. Aide de quoi? Mais complicité dans la torture. L'autre, c'est filature, enlèvement, torture. Et on s'arrête là. On s'arrête là. Qui est assassiné? C'est pour ça que je vous ai dit que pour une fois, le dossier donc, est passé entre les mains du juge. Parce que c'est maintenant que la justice se met en branle. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce que les policiers et les gendarmes ont fait là, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Du moment où on vous retient en détention provisoire, parce que là, le commissaire du gouvernement juge les faits. C'est pour ça qu'on a aussi libéré une bonne partie où ils ont pensé que les faits n'étaient pas suffisamment graves pour qu'ils soient également retenus. Donc, maintenant que la justice et les avocats, mais on se serait attendu que d'autres personnes soient inculpées. Mais le temps de la justice, comme l'a dit la plus haute autorité de cette justice, n'étant pas le temps des individus que nous sommes, de l'opinion, ni des réseaux sociaux, nous faisons confiance en cette justice pour que toute la lumière soit faite au-delà de ce spectacle qu'on nous a servi jusqu'à présent. Moi, j'appelle ça spectacle. Parce qu'on ne va pas nous limiter à une histoire de filature, enlèvement, torture. Or, c'est l'assassinat qui nous intéresse. Qui a tué? Qui a tué? Alors, au niveau de la reconstitution des faits, parce que nous avons également ce problème dans le cadre justement de cette enquête, en l'état actuel des choses, est-il déjà possible qu'on puisse faire une reconstitution des faits? Cela va de soi qu'il est impossible de faire une reconstitution puisque les gens n'avouent pas avoir commis de crime. Non, M. Dang avoue avoir enlevé, avoir filé, enlevé et torturé. Si je m'en tiens à ce que... Cela signifie qu'il peut y avoir, comme nous dit, là où on l'a enlevé, si je là où on l'a torturé. Si je m'en tiens donc
à cette sortie de Maître Tchungang, qui est venu nous rappeler que ce que ce monsieur a d'abord dit, ce n'est plus la même chose qu'il dit aujourd'hui. Vous voyez, ça rend des choses compliquées. Est-ce que Tchungang a la preuve que Danwe s'est contredit? Ça aussi, c'est des déclarations à l'emporte. C'est ce que moi j'ai dit. C'est l'avocat. Ils ont accès au dossier. Ils nous ont aidé à voir qui nous donne les multiples versions de Danwe? Si non, monsieur c'est l'avocat. Serait resté. Ils ont affaire dans la procédure. Maître Tchungang nous fait savoir que. Quelles sont donc les autres versions que Danwe a données? Maître Tchungang nous fait savoir que la version de Danwe à la dernière minute, c'est que il a juste torturé. Et il a laissé quelque part, n'étant pas encore mort. C'est ce qui nous revient de que nous devions connaître dans nos... Bon, là, dans ces conditions, il devient difficile. Là, je pose une question. Oui. Vous voyez un peu. Je ne suis peut-être pas un policier. Vous avez torturé quelqu'un, d'accord? Oui. Vous l'avez laissé encore en vie. Est-ce que c'est votre torture qui a donc conduit à sa mort? 2, là où vous êtes allé le déposer, est-ce qu'il est fort possible qu'un passant est venu, a trouvé qu'il y avait un monsieur qui souffrait atrocement et a pensé qu'il était mieux de l'achever? Je continue avec Maître Tchungang qui dit que sur cette question, le lieutenant Danwe dit que il pense qu'il y a eu un coup dans le cou. Ça, c'est ce que Maître Tchungang a dit. Qu'il pense qu'il y a eu un coup dans le cou pour se débiner. À ce niveau-là, ça c'est ce que Maître Tchungang nous révèle. Les enquêtes faire son travail. Dans ces conditions-là, il n'y a pas. Est-ce qu'il y avait aussi quelqu'un qui filait aussi le colonel Danwe? Donc, c'est la question que reconstruire des faits dans ces conditions. Danwe a filé Martinez, l'a torturé et allé l'enlever. Voilà. L'a torturé et allé le déposer. Quelque part. Est-ce qu'il est donc possible, comme Danwe faisait tout ce qu'il faisait là, quelqu'un le filait aussi? Donc lorsqu'il allait déposer Martinez encore en vie, la personne est venue achever Martinez. C'est ça là où donc le flou reste. Et vous comprenez donc pour les gendarmes et les policiers qui ne nous disent donc pas qui a tué Martinez, et d'où l'impossibilité de reconstituer des faits dans ces conditions-là. Qui a vu avoir fait quoi? C'est pour ça, je disais tantôt. Oh, la reconstitution des faits, c'est que les gens sont passés aux aveux. Et chacun a dit ce qu'il a fait. Émile, oui, c'est cohérent à vous avoir filé. Donc, Danwe peut déjà nous amener au niveau du tronçon qu'il a utilisé. Danwe à vous avoir enlevé. Il peut y nous amener également là où il a enlevé. Danwe à vous l'avoir torturé. Il peut y aussi nous amener là où il a torturé. Sauf que c'est l'assassinat qui intéresse pour vraiment la justice. Comme nous n'avons pas encore là où l'assassiné, au moins il peut déjà nous amener sur ces différents éléments que je viens de citer précédemment. Bon, peut-être que les policiers et les gendarmes n'ont pas pensé cela nécessaire avant que la justice se saisisse du dossier. Et comme madame disait, c'est la justice qui doit faire maintenant son travail. Qui doit faire son travail. Si les gendarmes et les policiers ont fait un peu de leur travail, que la justice parachève, c'est que les policiers et les gendarmes... Ils ne sont que des auxiliaires de justice honorables. Parfait. Je vous ai dit que dans tous les plateaux, nous avons tous parlé l'assassinat. Mais depuis samedi, on est encore en train de nous dire que ils ont retrouvé ceux qui ont fait la torture et ceux qui sont complices, ceux qui ont filé. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas dit comment il est arrivé à la mort. Et je vous ai dit, laissons à la justice maintenant de faire son travail, son boulot. Les 6 mois qu'ils ont dit qu'ils vont venir rester d'abord là-bas avant de venir à la justice, c'est pour faire toutes ces enquêtes. Donc permettez à la justice de faire son travail. Moi, en tant que législateur, je m'arrête là. Très bien. Je ne peux pas aller au-delà de ça. C'est compris. Il y a un autre message ici. Bonjour, Perfecto. Les suspects sur la mort de Martinez Ozogo sont en détention provisoire pour enlèvement et torture par aide. Est-ce que Martinez est vivant? Première question. Lui me répond, il dit non. Et pourquoi le tribunal militaire oublie le terme assassinat? Supposons que Martinez est vivant et qu'il a été simplement torturé. Combien d'années de prison les suspects pourront écoper après le jugement pour simple torture? Serge de Santa Barbara de Yaoundé. Oui, parfait. Je vais sortir de ce sujet en revenant sur ce que les chefs avaient dit à Ebogo 3. 45 jours passés. 45 ne sont pas passés. C'est même pas encore passé. Les mêmes chefs sont revenus demander pardon. Non, le président n'a pas compris ce qu'ils sont allés dire dans une villa cachée quelque part.
Le président a compris ce qu'ils ont dit publiquement. Et en tant que proche de cette famille, moi je réitère ce que les chefs ont dit. Le cadavre de Martinez appartient à Paul Biya. C'est lui qui sait ce qui adviendra. Voilà. Bon, c'est vrai que le président de la République, lui, Enfin, il fait ce qu'il peut faire. C'est-à-dire la C'est pour ça qu'il dit que c'est lui qui sait ce qui adviendra. Une enquête. Maintenant, si vous voulez parler comme vos chefs qu'il faut aller enterrer Martinez Parfois, ici, dans le caveau familial en Vomoka, je pense que là, c'est à autre chose. Non, je crois oui, qu'il faut remettre tout ça en question. Ce que nous avons vu quelques chefs de Bachenga faire à Ebogola, vraiment, il faut... Vous pensez que c'était du théâtre? C'était du pur théâtre. Non, je ne vous permets pas de le dire. Non, non. Méprisez vos chefs chez vous. Méprisez vos chefs chez vous. Laissez les chefs des autres. Permettez-moi de Tu dire n'as ce que je pense. aucune autorité, mon cher ami, aucune autorité morale, aucune autorité intellectuelle pour juger les chefs. Non, non, ne détournez pas ma parole. Je Et ne parle pas continue des plus chefs. sur cette Monsieur sujet. Fridolin a avoué publiquement que c'est lui qui a manœuvré ce qu'on a vu les chefs faire. Fridolin, c'est qui? Il est Je chef. vous en prie. Il est notable dans quelle chefferie? Nous sommes sur un débat. Chacun donne ce qu'il... Non, ne nous amène pas des noms qui n'ont pas de Et sens. quand Moi, je ne connais pas Fridolin Fridolin. a avoué, moi je parle des faits. Je crois que vous ne connaissez même pas le statut de personnalité des chefs qui ont été à Bobo. ces chefs-là. Et il a dit par la suite que ces chefs-là l'ont trahi parce qu'une fois rendus au CED, ils sont passés aux aveux pour dire qu'il n'y en était pour rien. Mais je voudrais dire quelque chose sur la chefferie. Allez-y. Les chefs Bachenga, quelques chefs Bachenga qui étaient sur les lieux, n'avaient pas un pouvoir traditionnel pour parler à l'âme de Martinez Zoko. Et pourquoi? Parce que Martinez Zoko, qui est Manguissa, il fallait quelqu'un de la famille Manguissa pour appeler, pour entrer en communion avec les ancêtres de Martinez Zoko. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne parlent pas aux gens n'importe comment. Ça, c'est de la pure tradition bétique que vous connaissez très bien. Le chef Bachenga, en l'absence de la représentation Manguissa, chef ou pas chef, n'ont pas la légitimité. Ne sont même pas investis à faire, quels que soient les rites dans cet endroit-là. Il faut arrêter les choses là. Vous connaissez Je l'origine ne de mets la pas le maman pouvoir de des chefs en Martinez. question. Encore que la sortie des Qui chefs vous dit que la maman de avec Martinez n'est pas de le professeur Bachenga? Tchalanjomo, qui a mis en garde que eux, ils sont capables de faire des choses, mais ils laissent encore le temps à la justice. C'est pas pour Merci. remettre le pouvoir Merci en beaucoup, question. hein. Mais ce qu'on a vu à Ebogola, vraiment, c'était du simple théâtre. Merci Ce beaucoup. qu'on a vu à Ebogo, c'est ce que le président de la République a compris. C'est compris. Et a très bien compris. Ah, d'accord. Ce que vous vous racontez par derrière, là, c'est vos histoires du politique du RDPC. Ça ne concerne pas la famille de beaucoup, Martinez hein. et Nous n'allons les pas gens nous de la perdre. Ligue. Ce n'était d'ailleurs pas un sujet inscrit à l'ordre du jour, l'affaire des chefs. Disons simplement que c'est une affaire justement à suivre. Info TV sera toujours là pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Le temps d'une transition. Bon retour sur ce plateau, s'il vous plaît. Nous sommes à nouveau à l'antenne. Nous parlons maintenant de cette célébration de la Journée internationale de la femme qui justement aura lieu mercredi prochain, 8 mars. Ce matin, nous nous posons la question pour quelle importance. Avant de passer la parole à la seule dame en cabas du 8 mars sur ce plateau l'honorable, je vais d'abord passer la parole aux hommes. Docteur François Désiré Mbesse, depuis chaque année, nous célébrons cette journée de la femme. Certains estiment que c'est une fête pour rien. Je ne dirais pas que c'est une fête pour rien parce que ce serait faire entorse et rendre inutiles les différents efforts qui se sont déroulés dans la marche de l'humanité. Il faut dire que cette fête, certes, n'est pas une fête qui commence par le Cameroun. Nous avons le droit de la femme qui a eu des évolutions parce que dans un monde gouvernant, aux tendances patrimoniales et donc où les femmes avaient été reléguées au second plan, pas seulement en Afrique, parce qu'il faut dire que dans nos traditions africaines, certaines personnes aux analyses légères pensent que les femmes sont reléguées au second plan parce qu'ils ne maîtrisent pas les traditions africaines au sens propre du terme. En réalité, c'est l'Occident gouvernant qui a ramené les éléments de distinction et de répartition sociale du travail
et des tâches entre les femmes et les hommes, ce qui a relégué les femmes à la domestication, c'est-à-dire libérées juste dans des tâches de ménage. Et cette tendance a fait que la femme est restée dépendante du point de vue financier, du point de vue social et même du point de vue intellectuel, parce que au niveau de l'école, elle n'allait pas à l'école. Souvenons-nous que l'école était censitaire à l'époque et les femmes restaient à la maison. Et c'est dans cette logique que les conséquences se sont déroulées. Et nous avons vu, en plus de cela, que le droit de la femme a été différent du droit des hommes. Et à un moment donné, il y a eu une conscience au niveau international pour que on parle de l'égalité de droit, en réalité, entre les hommes et les femmes. Et ces aspects ont donc évolué et une journée leur a été consacrée. Et cette journée, c'est justement la journée internationale de la femme, qui n'est pas la fête de la femme, mais en réalité une journée qui est perpétuelle et permanente pour que nous atteignions finalement cette égalité souhaitée. D'accord. Est-ce que nous ne voulons pas faire de faux débats entre journée de la femme et la fête de la femme? Il y a une antinomie? Je crois que si nous restons au niveau festif, nous risquons de donner un tampon folklorique à la chose. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir une journée tout en réfléchissant et par la suite on peut se détendre? Lorsque vous regardez les autres civilisations, c'est vrai que chez nous, on a beaucoup plus orienté cela vers le folklore, la fête et le farniente. Mais lorsque nous regardons, nous avons vécu par exemple en Occident, le 8 mars n'est pas aussi festif que ça. Ce sont des journées où les femmes, d'ailleurs, c'est pas une journée, le 8 mars vient être comme la fin d'une série de réflexions qui part d'un 8 mars à un autre 8 mars et qui est bien suivi de manière méthodique. Mais chez nous, on a l'impression que c'est un événement ponctuel. On arrive là et puis le 8 mars, les femmes se mettent en branle pour célébrer. Mais ici, il faut dire que la dimension festive a pris du dessus sur la dimension de réflexion, sur la dimension de l'analyse pour que enfin les femmes au Cameroun et en Afrique accèdent à l'égalité de droit. Merci beaucoup, Émile Messi. Nous sommes donc d'accord qu'au départ de l'action, la fête avait été instituée, ou alors la journée avait été instituée pour que les femmes puissent justement mettre sur la table leur débat, en débattre, et question de trouver des solutions. Il était question pour la femme d'avoir une certaine liberté, une certaine autonomie avec tout ce qui va avec. Pour le cas justement des femmes africaines, et plus particulièrement encore des femmes camerounaises, depuis que l'on célèbre cette journée, quelque chose de manière claire a véritablement changé? Il faut, comme vous l'avez dit, vraiment restituer cette affaire. Parce que la journée internationale de la femme, qui est consacrée par les Nations Unies, comme toute autre journée, journée internationale de l'enseignant, journée internationale du sida, journée internationale de ceci, de cela et cela. C'est-à-dire c'est un moment de réflexion sur la condition de la femme. La condition de la femme dans notre contexte. Vous avez évoqué deux problématiques tout à l'heure, l'autonomie et la liberté. Est-ce que dans le contexte, ou au moins dans la société camerounaise, est-ce que c'est ça le souci de la femme? Non. Pourquoi? Parce que pour le Cameroun, la femme a beaucoup plus de droits, ou alors revendique le droit d'accès à l'éducation. La femme voudrait avoir les mêmes droits que le garçon ou l'homme en matière d'un certain nombre de choses. L'accès à la fonction publique, l'accès au travail, l'accès à tout ça, à la justice sociale. La femme, aujourd'hui, tout au moins la petite fille, nos parents, devrions plus avoir la vision d'hier, la considération d'hier. Que lorsque nous avons beaucoup d'enfants et que nous avons peu de moyens, comme nous le faisions à l'époque, qu'on privilégie par exemple les petits garçons au détriment des jeunes filles qui étaient destinées à aller en mariage. Vous voyez un peu. Ça, c'est des constructions qu'il faut maintenant déconstruire. La petite fille et le petit garçon doivent avoir les mêmes droits.
encore que dans la famille, les femmes aujourd'hui font preuve que, parfois plus que les garçons, de s'occuper de la famille. Et donc, l'égalité d'accès, l'égalité de chance entre le garçon et la fille doivent être la préoccupation pour notre société. Est-ce que cela ne voudrait pas que la femme garde également sa place de femme dans notre société? Est-ce que cela donne une égalité mathématique entre la femme et l'homme? Non. Et c'est là justement les dérives de la journée. C'est-à-dire que, est-ce que la femme, dans une société où le droit de l'homosexualité est reconnu, devrait avoir les mêmes problèmes ou dans une société où ces choses-là sont interdites? Par exemple, nous avons l'impression qu'aujourd'hui, nous avons un emballement mondial des femmes dans des objectifs qui ne sont plus les objectifs communs. Est-ce que la femme française a les mêmes problèmes que la femme camerounaise? Et cela donc tend à quitter, et vous avez bien fait de le dire, la fête de la femme. Ça devient quelque chose qu'on fête. Mais qu'est-ce qu'on fête? Or, c'est une journée de réflexion sur la condition de la femme. Au départ, on doit réfléchir, et comme le spécialiste de la coopération l'a dit, ces choses-là, on fait plus, mais on fait donc quoi? C'est ces choses-là qu'on ne nous dit toujours pas. Est-ce que c'est une journée du féminisme où les femmes pensent que c'est notre tour? Beaucoup le pensent effectivement. Nous avons été suffisamment brimés par l'homme et notre temps est venu. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non! Au contraire, c'est pour une meilleure collaboration entre l'homme et la femme. À mon niveau, je crois que c'est là où la réflexion doit être menée. Et qu'on ne pense donc pas que comme si c'était une affaire de femmes, que ça concerne seulement les femmes. Non. Dans une où la femme doit vivre avec l'homme, l'homme doit être au centre de toutes les préoccupations des affaires de la femme. Malheureusement, ils ont tendance à penser que ce jour-là, c'est notre jour. Vraiment, vous les hommes, laissez-nous aussi. Merci beaucoup. Voilà les dérives, ce que j'appelle dérives de la journée de la femme. Merci beaucoup. Bienvenue, Essoma. Lorsque nous regardons justement le comportement de certaines femmes pendant cette journée internationale, nous avons la nette impression qu'effectivement, les femmes tombent un tout petit peu dans une croyance, comme nous dit Émile Messi, dans une croyance qui voudrait qu'elles soient déjà soit au même pied d'égalité avec les hommes, ou alors même supérieures aux hommes. Et pour Émile Messi, c'est ça même la dérive. Oui, parfait. Comme pour tout le monde, la femme africaine est victime du colonialisme culturel. C'est-à-dire quoi? La cravate que tu portes avec le costume, c'est pas ta tenue traditionnelle. Ouais. Ça vient de l'autre côté. Le féminisme, la journée internationale de la femme, ça vient de l'autre côté. Oui. À l'origine, qu'est-ce qui se passe? La société occidentale est matriarcale. C'est-à-dire c'est la femme qui domine. Vous savez que chez eux, c'est la femme qui dote l'homme. Comment ça? Bien sûr. C'est la femme européenne qui verse la dot à la famille du mari. Nous, depuis Je ne l'Égypte... savais pas. Non. Nous, depuis l'Égypte, il n'y a jamais eu de ségrégation entre la femme et l'homme. Il y a eu de pharaons-femmes. Imagine la puissance d'un pharaon. Mais les Africains ont accepté que les femmes soient des pharaons. Il y a eu de grandes armées commandées par les femmes africaines. On a le cas comment on appelle, celle du Ghana, là, et du Bénin. Et je voudrais au passage dire que l'Europe a été fondée par une femme, une Égyptienne, une princesse égyptienne qui a conquis la Grèce et qui a fondé l'Europe. Même le nom Europe, là, c'est son nom, c'est un nom africain. C'est vrai que par la suite, ils vont aussi venir nous donner le nom Afrique qui vient de
de leur culture. C'est vrai que même le nom Cameroun n'est pas de notre culture. Voilà. Alors, nous femmes, comme nous-mêmes, nous subissons donc cet impérialisme, ce colonialisme culturel. Le féminisme, il a fait allusion. Il faut qu'on s'y attarde. Le féminisme ne s'arrête pas seulement au niveau du partage du pouvoir entre l'homme et la femme. Ça va jusqu'à l'homosexualité. Il faut que la femme puisse choisir son statut sexuel à terme. Ça veut dire quoi? Mais que la femme décide d'être le mari ou la femme dans un couple. Ça depuis 1994, c'est les jalons de cette culture néocolonialiste qu'on est en train d'imposer au monde. Mais je suis un peu perdu là. Hein. Vous utilisez des expressions très fortes là. Alors, que la femme accepte être soit le mari, soit la femme dans un couple. Mais dans un couple homosexuel, dans un couple homogène, oui. Dans un couple homogène où il y a deux femmes, la femme il y a une femme qui va jouer le rôle du mari, non? De l'époux. Moi, je n'en sais rien, puisque tu n'en sais rien. Pas comment ça se passe. Mais je t'explique donc si toi tu fais semblant de ne pas le savoir, alors que tu le sais. Alors que tu le sais. Je ne suis pas avec elle. Hein? Sachez donc bien que c'est les mêmes gens qui font la promotion de la Journée internationale de la femme, qui font la promotion du mariage pour tous. Ah bon? Parce que c'est une dynamique qui colporte tout cette idéologie. Cette idéologie-là, le mariage pour tous. Dernièrement, le président de la République a signé un texte sur la politique de la famille. Vous savez jusqu'où ça va aller, la politique de la famille? C'est jusqu'au mariage pour tous. C'est jusqu'à ce que c'est la femme qui va déterminer. Non, vous ne lisez pas dans une boule de cristal. Mais je vous explique ce qui a déjà été. Est-ce que vous avez causé avec le président de la République pour savoir que ça ira jusqu'au mariage? Le président de la République, il y a vous faites des faux procès au président de la République. Non, ici, là, on parlait science. C'est la science. C'est la science. Vous-même, vous êtes en train de faire des incantations. Va sur Google, tu tapes la politique de la famille. Sur quoi ça porte? Est-ce que le président Biya, le premier, a signé un décret ou un texte sur la politique pour tous? Non. On l'a signé en France il y a 30-40 ans. Ça, c'est la France. Mais attends. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun va inventer sa politique de la famille. Le président Paul Biya ne peut pas signer un texte et vous vous dites déjà que ça nous amène au mariage pour tous. Notre code condamne le mariage. Je voudrais. Notre code pénal condamne le mariage pour tous. Donc, on est déjà en train de. Le président Paul Biya appelle cette affaire. Tout comme en 88, quand le président de la République signe l'entrée du Cameroun consensus de Washington, le libéralisme. Vous croyez que le libéralisme, ça se limite au multipartisme, au libre commerce, tout? Le libéralisme va jusqu'à la liberté sexuelle. C'est pour ça que à Monte Carlo, je crois, le président va dire cette chose-là. Les Camerounais ne l'acceptent pas parce que lui... Parce que notre code pénal ne le permet pas. Même si c'est dans ce code dont tu parles, notre code pénal, jusqu'à présent, ne l'admet pas, le condamne. Madame dit bien que jusqu'à présent. Mais attendons donc dans 5-10 ans. C'est vous qui le dites. Non, je fais des analyses prospectives. Des analyses et je sais comment ça ailleurs ça s'est manifesté. Ce qui ailleurs doit également se passer. Forcément. Bon, c'est une déduction. Nous sommes dans un monde mondialisé, si tu veux, ou bien un monde globalisé. Le Cameroun ne peut pas faire sa part ailleurs et les autres font leur part ailleurs. Merci. Tout ça, ça aboutit à la direction unique du monde. Merci beaucoup. Honorable, vous qui êtes justement la seule dame sur le plateau, est-ce qu'on est déjà en train de vouloir salir votre fête en disant par exemple que ceux qui ont institué la Journée internationale de la femme sont également ceux-là qui font la promotion du mariage pour tous? Déjà, pour le mariage pour tous, moi je n'en parle pas parce que notre code pénal le condamne. Donc je ne vois pas pourquoi je veux commencer à parler et pour faire la prospection de cette histoire. Donc je mets la barrière là-dessus. Très bien. Et deuxièmement, je suis d'abord offusquée. Et pourquoi? Pour le thème que vous avez écrit, la fête de la femme.
On a bien dit la journée internationale de la femme. Mais ce jour-là, Pourquoi les vous femmes ne trouvez que fêtent c'est la pas. fête de la femme? Justement, c'est vous, les hommes, là, qui voulez nous chosifier. C'est nous Vous qui voulez nous soulevons faire- souvent les cabas. C'est vous qui voulez nous chosifier. Les femmes soulèvent les cabas, pas seulement à la journée internationale de la femme, elles soulèvent aussi les cabas quand vous faites les autres fêtes. Mais vous ne les filmez pas. Vous les filmez seulement quand elles font quand c'est la journée internationale de la femme. Vous filmez les femmes qui portent les cabas, qui soulèvent les cabas. Les femmes soulèvent les cabas dans les cabarets, partout, à tout moment. Ce n'est pas seulement le jour, le 8 mars que les femmes soulèvent le cabas. Et encore, je dis bien, la journée internationale de la femme, elle a été instituée. C'est une journée de réflexion, une journée d'arrêt. Que l'homme, la femme s'asseyent et réfléchissent sur l'avenir de ce que doit être la femme, qui est le pilier d'une famille. Et c'est très important. C'est très important. Vous Et moi, parlez, honorable, vous parlez de journée de réflexion. Vous dites ce qui devrait être en principe, ou alors c'est que nous vivons souvent au Cameroun. C'est qui devait être en principe. C'est vraiment sur une journée de réflexion. Et n'oubliez pas Oui. que nous sommes africains. Africains, quand vous avez fini de réfléchir, vous devez... Vous pouvez fléchir. Bien sûr. Quand vous partez pour la communion, Après avoir réfléchi, vous quand pouvez fléchir. je prends un exemple, tu pars, on part te baptiser, on a fini de te baptiser, normalement tu devais seulement rentrer chez toi, tranquille. Pourquoi tu fêtes? Vous me Parce regardez donc. que tu as eu un acquis Sacrement. positif, sacrement, que tu fêtes. Et vous me Et rejoignez la donc. femme, Quand on parle de fête, non, on ne peut pas parler de fête. vous dites Parce toujours que le quand vous parlez contraire. de fête, ça veut dire qu'on se lève seulement pour commencer à danser, à mettre de la musique. Parce que c'est ce que ça veut dire. Et à boire et à manger. Non. Pendant toute une semaine, les femmes sont dans les réflexions. Et c'est pour ça que, à partir du mois de février déjà, le ministère de la promotion de la femme et de la famille sort le thème sur lequel nous tous nous devons nous asseoir et réfléchir. Nous devons nous asseoir et voir vers où on va sur tel temps d'action. Aujourd'hui, cette année, on parle de la digitalisation. Donc, cette digitalisation, on veut dire égalité homme, égalité de sexe. On n'a même pas parlé d'égalité hommes et femmes. Et on doit Quelle est la savoir... différence, madame? Le sexe, c'est quoi? Hommes et femmes, c'est quoi? J'aimerais que vous vous attardiez un peu sur ça. Quand on parle du genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne peux pas, si les hommes sont en minorité, je les méprise. Je prends le devant parce que je suis une femme. Si les femmes sont en minorité, ça ne veut pas dire que l'homme prend la place parce que... Donc, égalité sur tous les fronts. On ne parle pas de hommes et femmes. Donc, nous tous, nous sommes égaux, les êtres égaux. Et on sait, chacun sait ce qu'il peut apporter à l'autre. Et nous partons en complément. On est toujours complémentaires. Je peux pas être plus intelligent, lui moins, et qu'on s'accorde et on réfléchit sur une thématique donnée et on sort un document fiable. C'est ça, hein? Donc il faudrait que vous ne mélangiez pas, comme on dit toujours, bon, vous les femmes, on vous a donné, on vous donne 30%. Comme vous revendiquez trop là, vous revendiquez déjà, on vous donne 30%. Pourquoi? Pourquoi on doit me donner? Pourquoi on doit me donner? Mais en même temps, Moi, honorable, en même temps je également, est-ce qu'on devrait, dans une société comme la nôtre, parce qu'il faut cette égalité homme-femme, ne fût-ce que sur le plan institutionnel, commencer donc à octroyer des postes aux femmes à tort et à travers, parce qu'elles sont des femmes et qu'il faut une égalité. Est-ce qu'elles ne devraient pas mériter? Ce n'est pas une bourse à tort et à travers, c'est ce que je dis. Je dis pourquoi me donner? On me donne parce que je le mérite. On doit pas me donner parce que je suis assise, comme font certaines autres femmes. Elles se disent, bon, je suis assise. Comme on a dit que le chef de l'État a dit que sur la liste des 5, il faut 2 femmes. Je suis assise, j'attends que les hommes là viennent me chercher. Moi, je suis là, j'ai toutes les facilités et consomme. Non! Cette journée-là nous permet de réfléchir, de sensibiliser les femmes, d'amener les femmes à se démarquer, d'amener les femmes dans tous les domaines d'activité. Et depuis le 1er mars, c'est ce qui se passe. Les causeries éducatives, les tables rondes, nous en discutons et nous présentons de résolutions.
et à la fin, nous fêtons. Parce que nous avons réfléchi. C'est en ce moment que nous partons boire, manger et non... Parce que soulever les cabas, ça se soulève chaque jour. Même à Noël, on peut soulever les cabas. À Pâques, on peut soulever les cabas. C'est l'anniversaire, on peut soulever les cabas. Non, parce que c'est devenu, que le 8 mars est devenu la fête où les femmes partent soulever les cabas. Et c'est ça que tous les caméramans sont en train de chercher. Ils cherchent d'abord où est-ce qu'elle a marché. Quand le vent même soulève le pas, on filme. Et c'est ça qu'on va montrer dans tous les réseaux sociaux. Voilà le 8 mars, elle boit. Voilà le 8 mars. Il y a des femmes comme les hommes qui saoulent. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on veut faire comprendre que c'est le 8 mars que nous prenons tous ces devants pour pouvoir le faire? Non, je dis bien égalité entre le genre. À compétence égale, salaire égal. À compétence égale, comment je veux dire, désignation égale. Il est hors de question que moi, parce que je suis une dame et que j'ai de la compétence, et mon petit frère, parce que je vous donne une anecdote que j'ai eue, je causais là avec, à l'époque j'étais encore chef de service, je causais avec une de nos responsables qui me dit, on vient de nommer celui-là, délégué régional. J'ai dit que, en tout cas moi je ne suis pas encore, il dit que oui mais oui, vous savez que vous êtes encore une femme, il faudrait, je lui dis que celui que vous venez de nommer là, il a 10 ans moins que moi. Mais vous trouvez toujours que moi je suis encore enfant. Mais lui, vous l'avez trouvé que... Et il vient de sortir de l'école. Il vient de sortir de l'école parce que c'est un homme. Vous avez trouvé que... Voilà les choses que nous revendiquons. On ne dit pas que parce qu'on n'en vaut pas la peine, il faudrait absolument que la femme soit là. Non. À compétence égale... Égalité de chance. Qualité de chance. Merci voilà beaucoup. Tout ce qu'on demande. C'est compris, hein? Votre demande est arrivée certainement à qui de droit. Je vais revenir sur une autre forme d'égalité. Nous laissons un peu sur le plan administratif l'égalité que les femmes veulent toujours démontrer, entre guillemets, à tout moment, en faisant comprendre que non, la journée internationale de la femme signifie que si l'homme a préparé le lundi, la femme prépare mardi. Si l'homme rentre à 23h, la femme peut aussi rentrer à 23h, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, cette égalité-là, docteur Bessé, sera-t-elle atteinte un jour entre l'homme et la femme? Merci, parfait. Je voudrais d'abord m'incliner pour souhaiter bonne fête des femmes par anticipation à la seule femme que nous avons. Il faut dire bonne journée internationale des femmes. Bonne journée internationale des femmes à l'honorable que nous avons sur le plateau. C'est peut-être l'occasion de revenir sur cet aspect et dire que nous avons beaucoup de respect pour les femmes parce que ce sont nos mamans. Ce sont nos mamans et sans elles, nous n'aurons pas existé. Et alors, il est important de le reconnaître. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur un élément essentiel, la contextualisation. Ouais. Et quand on parle de contextualisation, nous revenons dans ce que nous avons de fondamental, c'est-à-dire nos éléments culturels. La femme, oui, mais la femme inscrite dans son historicité, donc dans la société où elle est née et dans laquelle elle évolue. Il faut donc savoir que la femme, par rapport à notre environnement, a des problèmes qui sont spécifiques. Et ces problèmes devraient être pris en compte lorsque on parle de Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, vous avez parlé de digitalisation, la question de la digitalisation. Même si la thématique est importante, je crois quand même qu'elle ne demeure pas l'aspect central qui va relever cette égalité qui est recherchée. Et une fois de plus, on est encore là dans le choix des thématiques qui sont globalisantes. Parce que en réalité, derrière cette thématique se cachent encore les grands problèmes de la femme en Afrique et les grands problèmes de la femme au Cameroun. Vous avez parlé parfait de l'égalité. L'homme prépare aujourd'hui la femme sur ce plan-là. Je voudrais dire non. Dans nos cultures, moi je suis un Bantou. Et quand je suis un Bantou, nous avons ce qu'on appelle
la répartition sexuelle du travail dans les ménages africains. Et il n'y a rien de plus important que revenir aux sources pour savoir, dans nos cultures, il est très mal vu que dans une famille où il y a une femme et un homme mariés avec des enfants, que l'homme se retrouve à la cuisine en train de faire la soupe. Sauf si il décide de donner un coup d'aide à sa femme sur ce plan-là. Mais généralement, dans nos cultures, cette répartition est faite et on sait que prioritairement, c'est la femme qui s'occupe de cet aspect. Quel que soit son statut social, qu'elle soit députée honorable comme elle est là, je ne pense pas que chez elle, elle accepterait qu'on dise que lundi, c'est son mari qui prépare, parce qu'il y a une règle, une équation où mardi, ça sera elle. Elle fait ce travail et je sais qu'elle le fait et avec beaucoup d'aisance. Celle-là qui il n'y a que la femme pour pouvoir faire tout ça là, parce que la femme a la capacité de faire plusieurs choses au même moment. Donc celle-là qui voudrait dire que, et ça c'est à ce niveau qu'on voit les influences des autres mondes, nos jeunes filles, parce que ça arrive beaucoup plus dans la nouvelle génération là, où on parle d'une égalité absolue, et y compris dans la répartition des tâches. C'est encore une conséquence du colonialisme occidental. Donc on dira qu'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité absolue entre la femme et l'homme. Dans l'absolu, il n'y a pas d'égalité. L'honorable est d'accord. Il y a complémentarité. Il y a complémentarité. Pas égalité. Chacun est né avec ses atouts. Avec ses atouts. Et il y a complémentarité. J'ai pris un exemple d'intelligence entre le docteur et moi. Nous sommes devenus complémentaires pour sortir un document digeste à tout le monde, tout simplement. Très bien. Et je dis bien, le problème de culture est même devenu beaucoup plus évolutif. Je vais prendre par exemple ma culture. Dans ma culture guidare, il n'y a jamais de mariage forcé. Les mariages forcés sont devenus, c'est venu avec nos choses de religion. Moi, chez moi, la femme guidare choisit son époux. Elle choisit son époux. Elle se lève un matin et dit que voilà, celui-ci, c'est mon époux. Je prends ma petite calebasse, ma petite huile et je sors et je fugue. J'ai choisi mon mari et les familles vont le faire. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin pour ce qui est de la journée internationale de la femme. Nous prenons une dernière transition. Le fait majeur de la semaine nous amène à parler cette semaine de cette élection du côté du Nigeria où Bola Ahmed Tinubu a été élu président du Nigeria. C'est donc le nouveau président nigérian à l'âge de 70 ans. Il a remporté justement cette élection qui a été organisée le 25 février dernier avec 8,8 millions de voix. On dira donc bravo au nouveau président nigérian. Chacun aura 30 secondes pour coller un commentaire. Émile Messi, le nouveau président du côté du Nigeria, est donc connu à l'âge de 70 ans. Ça ne fait pas un peu trop? Le Nigeria est un pays souverain et puis les Nigérians dans leur majorité ont choisi leur président. Ne nous revient pas de juger l'âge ou je ne sais pas trop quoi. Même s'il faut quand même faire un constat, Émile, 8,8 millions de voix pour un pays d'un peu plus de 100 millions d'habitants. 235. Voilà. Disons un peu plus de 100 millions d'électeurs. 100 millions d'électeurs, je voulais dire. Et maintenant, au niveau de l'habitat, des habitants, 235 millions d'habitants. Tout à fait. Ça peut poser un problème de légitimité, c'est-à-dire que avoir été voté par 8 millions d'habitants sur les 90 millions possibles, ça pose vraiment un problème de légitimité, parce que la légitimité, c'est la grande majorité qui se reconnaît en vous. Mais c'est le code électoral, on peut dire que c'est le vote, comme ça que c'est prévu au Nigeria. C'est-à-dire que c'est celui qui a la majorité simple qui a été élu. Ça aussi, c'est leur loi, il faut respecter. Très bien. Mais, oui, je voulais dire que la bonne nouvelle ici, c'est que vous savez, le Nigeria, c'est un pays frère et ami. Tout à fait. Qui nous partageons. Une longue frontière, un peu plus de 1000 km. Et avec des échanges
que vous ne pouvez pas savoir. Parce que quand vous êtes au Grand Nord là-bas, tout vient pratiquement du Nigeria. Et puis, vraiment, c'est une bonne nouvelle que cette élection soit passée dans de bonnes conditions. Et nous souhaitons que, depuis le règlement du conflit de Bakassi, tel que nous sommes partis, que les relations soient beaucoup plus paisibles. Même si il y a quelques semaines, on a encore suivi quelques petites tensions au niveau de cette presqu'île de Bakassi. C'est cela donc j'espère que le nouveau président viendra de réaffirmer très bien. Bienvenue Essomba, martelant également que le Nigeria est un pays fédéral. Oui, le Nigeria, c'est un pays fédéral avec 50 États, je crois. Mais moi, je constate quand même cette imbécilité politique qui caractérise tous les Africains. Vous êtes 18 candidats à discuter 94 millions d'électeurs. Et le premier s'en sort avec 8 millions. Pourquoi une coalition de 10 partis, de 10 candidats ne pouvait pas s'en sortir avec 30-40 millions? C'est l'individualisme. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'imbécilité politique. Tout le monde veut devenir président. Ce ne sont pas différents des Camerounais. Mais ça, on dit partout en Afrique. Tout le monde veut devenir président. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Et puis, quand quelqu'un s'en sort comme ce monsieur... Monsieur Bola. Monsieur Bola, les gens veulent critiquer. Bon, c'est vrai que quand on regarde aussi, il a gagné dans 35 États à 25%. Et il a gagné à Lagos et à Abuja. Bon, est-ce que si on essaie de prendre les moyens dans ces 35 États pour avoir gagné 25% partout, est-ce que ça va seulement donner 8 millions de voix? Disons que le pourcentage total il est à 36% au niveau de pourcentage. François Désiré Mbesse, docteur, le grand voisin, le Nigeria, vient donc d'avoir une élection. On dira chapeau quand même au Nigeria parce que cela a été une élection calme, et finalement paisible, et tous les candidats ont accepté le résultat des votes. Exemple de démocratie. Oui, exemple de démocratie, nous savons qu'il y a juste 10 jours avant cette élection, il nous revenait qu'il y a un État au Nigeria qui avait pris feu pour les questions de cherté de la vie et que très tôt le peuple s'est ressaisi pour organiser une élection présidentielle et que cela se soit déroulé comme ça s'est déroulé. Nous voulons leur dire chapeau bas. Et c'est important pour nous qui envisageons, n'est-ce pas, les échéances à venir, de comprendre que l'Afrique en particulier et notre sous-région spécifiquement devrait avoir la hauteur nécessaire pour que les échéances à venir ne dérivent pas. Il est important pour nous de savoir lire cela. Ce n'est qu'à ce prix que l'Africain pourra d'abord préserver les acquis, parce qu'il faut le dire, quand il y a un désordre dans les élections, non seulement on a une perte de temps, on a le climat social qui s'entre-déchire et même les relations avec les autres pays qui préservent la paix chez eux pour permettre nos flux économiques et qu'une véritable dignité s'installe entre nous. C'est vraiment pour nous une bonne leçon et que ce qui s'est passé chez les poules se passe donc chez les canards. On suit votre regard. Enfin, chez les canards, on dira peut-être que en 50 ans, 2 chefs d'État au Nigeria, en 50 ans, une douzaine de chefs d'État. Exemple encore de démocratie honorable. Oui, exemple de démocratie. Je ne vais pas les comparer au Cameroun. Le Cameroun a son choix. Il a décidé... Qui est le choix de la longévité. Qui a le choix de la longévité. Et de continuité. Et le monsieur du RDP, c'est pas de la continuité. Le Cameroun a pris ce choix-là et le Nigeria a un autre choix de démocratie. Mais ce que je voulais féliciter... Mais on finit sur le plan économique. Quel est le pays qui se porte mieux? Je disais, parfois ici, vous permettez, avant que je ne réponde à votre question économique, je voudrais dire que ce que je retiens des élections du Nigeria, c'est quand même que les élections passées, ils ont eu des petits couacs et ça leur a permis de revoir leur code électoral pour que cette fois-ci, qu'ils aient des élections libres et transparentes et qu'il n'y ait pas des émeutes après les élections. Ça, c'est très important et c'est des choses à copier.
Donc, il faudrait que... Dans le Cameroun peut copier du côté du Nigeria, c'est ce que vous voulez dire? C'est des choses à copier. C'est ce que vous voulez dire? J'ai dit c'est des choses à copier. Surtout qu'il n'y a pas encore eu d'émeute au Cameroun après une élection. Voilà, j'ai dit c'est des choses à copier. D'accord. Donc dès lors que vous voyez, vous évaluez ce qui ne va pas, vous le refaites et puis vous avancez. Et c'est ça l'avancée démocratique. Merci Donc beaucoup. vous allez dire que le Nigeria prospère économiquement. Le Nigeria a quand même 200 combien 235 millions d'habitants. Oui. Il y a la loi du grand nombre. Il y a la loi du grand Le nombre. dividende, Comparé à nous, c'est tout ce qui explique la splendeur sur le plan économique, seulement ces grands nombres au c'est- niveau de la c'est pas- population. ne dites pas seulement, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Le dividende démographique. Vous voyez la Chine. Voilà. Regardez la Chine. Vous avez aussi vu au niveau des mentalités? Au niveau de la Chine? Oui. Non, à côté du grand nombre, il y a aussi la mentalité. C'est ce que je dis. Vous voyez la Chine. En Chine, on ne vole pas. On ne On vole vole. pas. On vole en On Chine. ne vole pas. Chine, On ne Sauf vole qu'en pas. Chine, quand tu On- voles, on te passe à l'échafaud. C'est ce que je voulais dire. Tous ceux qui sont- Et je dis le grand nombre, tous ceux qui la sont venus mentalité. voler avec les Camerounais sur l'autoroute sont déjà passés à la pendaison. Ah oui, commençant par le directeur d'Eximbank Chine de crédit spécial qui avait validé le paiement d'un Et je- kilomètre et d'autoroute je à 11 pense milliards. que On a passé à Papa, l'échafaud en c'était sur- 2018. Sur ce même plateau que j'avais encore parlé le problème de la corruption au Cameroun. J'avais parlé de ce que nous, les Camerounais, nous sommes parfaits. Mais à un moment donné, nous sommes égoïstes. C'est ça notre terminé. problème. C'est terminé, hein, honorable. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Félicitations encore à Bola Ahmed Tinubu, le nouveau président nigérian. Merci à l'honorable qui était là ce matin, député UNDP. Merci également au docteur François Désiré Mbesse. Il est politologue excellent au niveau de la coopération internationale. Merci à Bienvenue Essomba. Lui, il est économiste. Émile Messi est communicant RDPC. N'oubliez surtout pas, la première rediffusion de ce programme interviendra cet après-midi à partir de 17h. La deuxième rediffusion aura lieu ce soir à partir de 21h. Dans une trentaine de minutes, vous allez retrouver votre programme de détente dimanche VIP. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h en vous posant néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?